Bonjour, bienvenue dans notre émission du samedi. La guerre du Vietnam, c'est loin. La fin des hostilités, c'était il y a 38 ans. Et pourtant, il y a toujours là-bas un ennemi invisible et des victimes silencieuses. L'ennemi, c'est l'agent orange, un produit chimique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre. Les victimes, elles, sont principalement des enfants, comme Duc et Viet, ces deux frères siamois dont nous vous avions raconté l'histoire il y a 21 ans. Le sort a frappé durement ces enfants innocents. Certains accusent les dieux de la technologie et de la guerre. Ironie du sort, c'est vers ces mêmes dieux de la technologie que se sont tournés les médecins qui allaient entreprendre de les séparer et de sauver leur existence. Duc et Viet, les deux frères siamois, ont été séparés à l'âge de 8 ans. Une opération de 17 heures, une performance médicale. Leur visage avait fait le tour du monde et ils étaient devenus le symbole de cette nouvelle guerre contre l'agent orange. Nous avons retrouvé Duc. Il a aujourd'hui 31 ans et il est père de famille. Regardez. Dans les rues de Saigon, devenue Ho Chi Minh Ville, un jeudi soir frénétique pour une jeunesse insouciante. Elle n'a pas connu la guerre du Vietnam. Duc et ses amis se sont donné rendez-vous au karaoké. Duc a 31 ans. Comme ses amis, il est né après la guerre, mais lui en porte les stigmates dans sa chair. Handicapé, il a grandi avec une paire de béquilles. Son histoire a fait le tour du monde il y a 21 ans. Et aujourd'hui encore, elle inspire les chanteurs les plus populaires du Vietnam. Au détour de ces paroles pleines de bons sentiments, des images en noir et blanc, celles de la guerre du Vietnam et de ces milliers d'enfants victimes d'un poison, l'agent orange. Pendant 10 ans, l'US Air Force a pulvérisé 80 millions de litres de ce puissant défoliant au-dessus du Vietnam. Il s'agissait d'éliminer la végétation derrière laquelle se cachaient les Viet Cong qui combattaient les Américains. L'agent orange contient une substance particulièrement toxique, la dioxine, qui a provoqué des malformations congénitales. Les parents de Duc furent parmi les millions de Vietnamiens exposés à ce poison. Pourtant, son histoire est particulière. Tous ceux qui lisent les journaux connaissent bien Nguyen Duc. Il est très connu. Duc est un rescapé. Je connais bien l'histoire de Duc et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a su prendre en main son destin et vivre comme une personne normale dans la société. Je l'admire beaucoup. Il y a 21 ans, Envoyé spécial avait raconté le début de cette histoire. Le sort a frappé durement ces enfants innocents. Duc est né attaché à son frère siamois, Viet. Depuis leur naissance, ils vivent à l'hôpital sous surveillance médicale. À cette époque, les jumeaux avaient un peu moins de 6 ans. Duc était le mieux portant. La maladie de Viet avait laissé des lésions cérébrales importantes. Cette différence d'état allait donner lieu à de sérieux débats quand vint le moment de prendre des décisions au sujet de leur éventuelle séparation. Une opération à haut risque que Duc ne semble pas redouter. Je veux une opération pour marcher, pour aller à l'école avec les autres. Je serai un brave garçon. Oui, je le promets. Opération Marathon. Plus de 17 heures avec du matériel fourni par les Japonais. Il y a une chance sur 5 de réussite. Soudain, un sourire derrière le masque, un geste éloquent.
L'opération est un succès. À la sortie du bloc opératoire, Duc est pour la première fois séparé de Viet. Il a 7 ans. Ce reportage, je l'ai vu plusieurs fois, il est très intéressant. Et à chaque fois, il me rappelle des souvenirs. Devant ces images, Duc revit ce qui fut pour lui comme une seconde naissance. Juste après l'opération, je me suis senti libre, du fait même que je n'étais plus attaché à mon frère. Ce fut un bouleversement complet, la liberté, l'autonomie, l'aisance dans la vie de tous les jours. Et les Américains que vous considérez comme responsables de votre handicap, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui vis-à-vis d'eux? Vous leur en voulez? Je n'ai pas de ressentiment. Je suis né et j'ai grandi quand la guerre était déjà finie, le pays libéré. Je connais la guerre par les journaux, les livres, la télévision, les documentaires, mais je ne peux pas imaginer ce que c'était que cette guerre. Pour moi, une fois le passé révolu, il faut le laisser de côté et se tourner vers l'avenir. 19 ans après la séparation, il y eut le deuil, car Viet, son frère, qui souffrait déjà de déficience mentale, ne s'est jamais remis de cette opération. Aujourd'hui encore, Duc vit dans le souvenir de ce frère, mort d'une hépatite en 2007. Au-dessus de son appartement, il lui a dédié cet hôtel. Deux fois par jour, le matin et l'après-midi, quand je rentre du travail, je viens mettre de l'encens devant son hôtel. C'est pour qu'il repose en paix au paradis et qu'il nous protège de là-haut. Duc a dû apprendre à vivre sans Viet. Et aussi à grandir sous le regard des caméras de télévision. Chaque étape de sa nouvelle vie, de son combat pour devenir un petit garçon comme les autres, a été filmée jour après jour. Son difficile apprentissage de l'écriture. Ses premiers pas. Sa première sortie en dehors de l'hôpital. Tout est médiatisé. Duc fut autorisé à s'aventurer au-delà du périmètre de l'hôpital. J'ai les bras fatigués. L'infirmière lui avait souvent parlé des animaux du zoo et Duc eut l'autorisation d'aller les voir. On peut imaginer la joie de cet enfant de 8 ans découvrant le monde. Première frayeur aussi, dans cet univers étranger. Tout au long de ce difficile apprentissage, un médecin a constamment été à ses côtés. Le docteur Phuong, la directrice de l'hôpital. C'est elle qui avait décidé qu'il fallait opérer les frères siamois. Elle rêvait du meilleur avenir pour Duc. Duc doit faire le maximum pour vivre sans dépendre des autres. On peut espérer qu'il se mariera, élèvera des enfants et mènera une vie aussi normale que possible. Si Duc peut apprendre à vivre comme tout le monde, chacun de ceux qui l'ont soigné se sentira pleinement récompensé. Le chemin sera long, mais 21 ans plus tard, le vœu du docteur Phuong est exaucé. Duc a épousé Thuyen, une petite commerçante de Ho Chi Minh Ville. Dis papa, fais-moi un bisou. Ils ont 2 jumeaux de 3 ans qu'ils ont nommés en hommage aux Japonais qui ont aidé à l'opération, Fuji, comme le mont Fuji, et Andao, fleur de cerisier. Pourtant, chaque tournant de cette vie de famille fut une épreuve.
à commencer par le mariage, en 2006. Quand j'ai rencontré Duc, il était très attentionné avec moi. Et petit à petit, j'ai commencé à l'apprécier, à l'aimer. J'en ai parlé à ma mère, qui n'était pas d'accord. Elle m'a dit, penses-tu qu'une personne handicapée puisse s'occuper de toi toute ta vie? Et si tu es malheureuse? J'ai répondu, si je suis malheureuse, eh bien je prendrai sur moi, car je l'aime et l'avenir, quel qu'il soit, bon ou mauvais, je l'accepte. La paternité fut aussi un choix difficile. Les jumeaux sont en bonne santé, mais c'était presque inespéré. Quand je les attendais, j'étais très anxieuse. J'avais peur qu'ils héritent du mal de leur père. Les médecins ont procédé à de nombreuses prises de sang et à des examens très poussés. J'avais peur en tant que victime de l'agent orange. Même si à chaque échographie on nous disait que tout était normal, ce n'est qu'à leur naissance que j'ai été vraiment heureux, quand j'ai vu de mes yeux que mes enfants étaient bien constitués. Aucun mot ne peut exprimer mon bonheur à ce moment-là. Duc a réussi à s'intégrer dans la vie trépidante d'Ho Chi Minh Ville. A trouvé son autonomie grâce à un tricycle adapté à son handicap. Il est dans le flot incessant de la circulation comme un poisson dans l'eau. Et surtout, il a un emploi dans un lieu qu'il connaît bien. Il s'occupe des relations publiques de l'hôpital Tu Dieu, où il fut opéré et où il a passé presque toute sa vie. S'il est une femme qui est particulièrement fière de ce qu'est devenu Duc, c'est justement le docteur Phuong, sa marraine. Ancienne directrice de l'hôpital, elle lui rend régulièrement visite. Dis donc, faudrait penser à aller chez le coiffeur. Mais je me suis fait couper les cheveux et je me rase souvent. Ça pousse vite sur les côtés, c'est drôle. Il y a bien longtemps que le docteur Phuong ne se considère plus seulement comme le médecin de Duc et de sa famille. Je te donne du dentifrice. Parce que dis donc, tu manges beaucoup de bonbons. Je n'ai que 3 filles. Donc Duc, c'est un enfant, mon enfant adopté, mais c'est le seul fils que j'ai. Et ces enfants, ce sont mes petits-enfants. En se battant pour s'en protéger, le docteur Phuong défend aussi une cause qui lui tient à cœur, celle des victimes de l'agent orange. Pour elle, Duc reste avant tout le symbole de ceux qui souffrent encore des effets de la dioxine. Je suis allée 2 fois au Sénat américain pour parler de cette question. Pour demander que les Américains dédommagent les victimes de l'agent orange. Je leur ai dit que s'ils ne font rien pour les victimes, je les hais. Les gens qui ont causé la mort et la malformation des Vietnamiens, je les hais. La colère du docteur Phuong n'est jamais retombée. Si Duc semble aujourd'hui sorti d'affaires, l'agent orange empoisonne toujours le Vietnam. Au village de la paix de l'hôpital Tu Dieu, 21 ans après notre premier reportage, les médecins continuent de soigner des enfants qu'ils considèrent comme victimes du puissant défoliant. Ils sont 55. Leurs parents vivaient tous dans des zones visées par les épandages. Leur médecin traitant est aujourd'hui le docteur Nguyen Phuong Tan. C'est Jiang. Elle a 31 ans. Son père, qui était un ancien combattant, a été victime de l'agent orange. Il vivait dans une région contaminée. Il a eu 2 enfants, tous 2 très handicapés. Jiang est la fille aînée. Elle est attardée mentale
Elle ne sait pas mâcher, juste avaler. À 31 ans, elle ne sait rien. Vous croyez que c'est dû à la contamination de son père par l'agent orange? Sans aucun doute. Au total, les Vietnamiens avancent le chiffre de 150 000 enfants dont le handicap vient de l'agent orange. Un chiffre contesté par les autorités américaines qui pointe le manque de fiabilité des données de santé publique vietnamiennes. Le problème est financier. Pour établir le lien entre les malformations et l'agent orange, le pays ne dispose pas de laboratoires compétents. Les analyses doivent être réalisées à l'étranger au coût unitaire de 7 000 €. Paradoxalement, ce sont des Américains ayant combattu des Vietnamiens qui se sentent aujourd'hui les plus concernés par les lendemains de la guerre. Chuck Searcy a servi en 1968 dans les renseignements de l'armée américaine. Il s'est attaché au pays et y est revenu en 92 avec d'autres vétérans. C'est alors qu'il a pris conscience de l'ampleur des dégâts. Moi, en tant que vétéran américain et en tant que citoyen américain, j'ai encore une responsabilité face aux conséquences de ce que nous avons fait ici. Le fait est qu'il y a des effets qui durent jusqu'à aujourd'hui, qui affectent des générations d'enfants qui n'étaient même pas nés pendant la guerre. À la tête de l'association Vétérans pour la paix, il vient en aide aux victimes. Ce jour-là, il est dans la vallée de Ha Lui, aux confins de la frontière laotienne, où il va être confronté, encore une fois, au visage caché de l'après-guerre vietnamien. Kevan Bach est né il y a 22 ans. Depuis lors, sa mère doit s'occuper de lui, jour et nuit. Il tire toujours la langue et il a le cou tordu. Il risque de s'étouffer. Les médecins ne peuvent pas vous aider? Vous êtes sûr que les médecins ne peuvent pas vous aider? Non, ils ne peuvent pas le soigner. Je l'ai emmené à l'hôpital régional, puis à l'hôpital national, mais ils ne peuvent pas le soigner. Pensez-vous que c'est à cause de l'agent orange qu'il est comme ça? Oui. Plusieurs fois, on a été exposé aux épandages. Je sentais l'odeur très forte, comme du piment. Au début, je n'avais pas de mouchoir. Je mettais juste ma main devant ma bouche. C'était très piquant, comme du piment. Leur seul revenu se réduit à une allocation équivalent à 30 € par mois. Je n'ai pas d'argent. On ne mange que du riz et encore, on n'en mange pas tous les jours. Confronté régulièrement à une telle détresse, Chuck s'interroge sur les réticences du gouvernement américain à venir en aide aux victimes de l'agent orange. Le gouvernement américain a peut-être trop d'avocats. Et ils ont été très prudents par rapport à la reconnaissance de problèmes qui pourraient être assimilés par d'autres nations à ce que l'on pourrait appeler des crimes de guerre. Ils étaient aussi préoccupés par la question de toute une population de vétérans américains aux États-Unis qui ont été exposés à l'agent orange ici. Alors ça a pris beaucoup de temps d'abattre les murs de la résistance et d'ouvrir les portes à un début d'aide. Aujourd'hui, le vétéran se veut optimiste. Son pays vient de débloquer 43 millions de dollars pour la dépollution des sites les plus contaminés. Mais la tâche est considérable. En 2001, l'envoyé spécial François Ponchelet et son équipe avaient tenté de se rendre dans une ancienne base américaine. Ces bidons de poison mortel, les voici filmés à l'époque américaine sur la base de Bien Hoa, au nord de Saïgon. Aujourd'hui, cette base est occupée par l'armée vietnamienne. C'est le seul endroit où l'autorisation de filmer nous a été refusée. Ces images, où l'on devine quelques carcasses d'hélicoptères et d'avions américains, ont été prises à la sauvette. Car ici sommeille une bombe chimique à retardement. De vieux bidons d'agent orange ont été éventrés.
Autour de la base, les petits ruisseaux gonflés par la mousson ont entraîné la dioxine vers ce lac et les eaux du lac ont coulé dans la rivière. « 12 ans après, la barrière de la base s'ouvre pour nous. C'est ainsi que nous pénétrons dans l'un des 4 points chauds de pollution à l'agent orange que compte aujourd'hui encore le Vietnam. Dans un rapport publié en août 2011, la société environnementale canadienne Hatfield Consultant, qui a fait des analyses ici même, met en garde. Cette étude et plusieurs autres enquêtes confirment une haute contamination à la dioxine du sol et des sédiments à plusieurs endroits de la base aérienne de Bien Hoa. Le rapport ajoute: l'élevage de tilapia et autres espèces de poissons et d'animaux aquatiques, comme le canard ou les mollusques, doit être arrêté immédiatement. Visite guidée avec le lieutenant-colonel Nguyen Bien sur le site, cerné par des murs. Il nous emmène vers le lieu des anciens hangars, d'où partaient la plupart des raids d'épandage vers le sud du Vietnam. Nous sommes dans la zone 1, épinglée par le rapport canadien. C'est ici que le niveau de concentration en dioxine est le plus élevé de tout l'aéroport de Bien Hoa. Il y a quelques années, notre armée et le gouvernement américain ont étudié le terrain et ont fait construire ce coffrage en béton pour isoler cette zone contaminée. Et ils ont creusé ce canal d'évacuation. Comme ça, quand il pleut, l'eau polluée s'écoule vers un réservoir. Afin de vérifier où en était fin 2012 la pollution dans ce canal, nous y avons prélevé un peu de boue sédimenteuse. Cet échantillon, nous l'avons envoyé en Belgique, à un laboratoire réputé de l'Université de Liège, le CART. Le résultat est alarmant. Il y a 255 nanogrammes par kilo de la dioxine la plus dangereuse, la tétracédédé, particulièrement toxique et cancérigène. 255 nanogrammes par kilo, cela fait entre 50 et 250 fois le niveau normal de tétracédédé dans une terre agricole. 42 ans après la fin des épandages, la contamination à la dioxine constitue toujours une bombe à retardement. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ce canal pollué conduit à un lac, lui aussi entouré de murs et de barbelés, qui en interdisent en principe l'accès aux riverains. Mais nous allons constater, avec la responsable locale de l'association des victimes, que ce mur n'est pas d'une grande utilité. Sortez de là! Il y a là 2 pêcheurs de coquillages, dans l'un des lacs les plus pollués du Vietnam, alors même que le rapport Hatfield a bien mis en garde contre la consommation de mollusques. Monsieur, s'il vous plaît. Votre chien mort? Non, non. Dites-moi, vous habitez ici? Est-ce que vous voyez souvent des gens qui vont pêcher des poissons dans ce lac? Oui, il y en a pas mal. Enfin, quand même, est-ce que vous les prévenez que c'est interdit de pêcher ici? Je ne veux pas qu'ils entrent, parce que c'est dangereux. Mais ils font n'importe quoi. Nous constatons aussi que c'est un jeu d'enfant d'ouvrir la grille d'accès au lac. En fait, la pêche au coquillage que Madame Ngo a surprise n'a rien d'exceptionnel. Ce lac est contaminé et ça provoque des réactions différentes chez les habitants. Certains le savent et ils l'évitent. Mais les autres, ceux qui ont besoin de gagner leur vie, viennent quand même pêcher ici, parce qu'ils sont très très pauvres. Le fait est là, 38 ans après la fin de la guerre, les Américains ne sont toujours pas revenus nettoyer la base de Bien Hoa. Leur priorité est plus au nord, sur l'ancienne base américaine de Da Nang, le site le plus contaminé du Vietnam. Là encore, nous allons de surprise en surprise.
Notre guide officiel a rendez-vous avec les militaires. La grille de l'aéroport s'ouvre. Nous avons, comme à Biennoa, l'autorisation du ministère de la Défense. Mais c'est l'agence américaine USAID qui supervise les travaux de dépollution. À l'entrée du site, on nous distribue les casques, notre visite est visiblement attendue et les conditions de sécurité remplies. Pourtant, la barrière reste close. En fait, le représentant d'USAID nous interdit l'accès au chantier. USAID m'a chargé de vous dire que vous ne pouvez pas entrer. Ils ont prévu une journée pour les médias en avril. Vous serez les bienvenus à ce moment-là. Mais j'ai les autorisations. Pas seulement d'ici, ça vient du ministère de la Défense. À Hanoï. J'ai le document, regardez. En ce haut lieu de la guerre du Vietnam, nous assistons, éberlués, à quelque chose comme un conflit de souveraineté entre Vietnamiens et Américains sur cette partie de la base de Da Nang. Au bout d'une demi-heure, nous arrivons à un compromis pour nous et pour les représentants du gouvernement vietnamien. Nous pouvons filmer, mais sans sortir de notre minibus. Et pas d'interview avec un membre d'USAID. C'est le major de l'armée de l'air qui nous présente le site. On est en train de traverser l'un des lieux où le degré de contamination est le plus élevé. Ici, la terre est noire et dure comme du fer. L'herbe et les plantes ne peuvent pas repousser. On l'appelle la terre morte. Il y a 73 000 mètres cubes de terre à traiter. L'opération, chiffrée à 33 millions de dollars, consiste à creuser cette terre à 1 mètre de profondeur et à la transporter sur un autre site où elle est chauffée à haute température afin de détruire la dioxine. Mais le chantier semble à l'arrêt. D'après nos informations, les travaux commencés en septembre ont été suspendus parce que les sous-traitants vietnamiens avaient rencontré des problèmes dans le traitement des terres à haute température. Pourtant, il y a urgence. La terre chargée de dioxine contamine fortement depuis des années ce lac situé en contrebas. C'est toute la chaîne alimentaire du secteur qui est touchée. Sur ce marché proche, des familles entières sont frappées par le cancer. Elles sont persuadées que cela vient de la dioxine. J'ai attrapé un cancer de l'estomac il y a 4 ans et j'ai été opérée il y a 6 mois. J'ai longtemps vécu près de l'aéroport. Et là, on a mangé des fruits, des légumes et du poisson venant du lac pendant des années. Et c'est pour ça que tous les membres de ma famille sont touchés par l'agent orange. Il y a mon mari, moi, ma fille, mon fils. On est tous malades. Le lien entre certaines maladies et l'agent orange est établi par des études épidémiologiques, notamment celle du docteur Fifi. En 2002, elle fait un rapport à une conférence. Sur 2 groupes de patients, elle constate des différences de pathologie significatives entre zones exposées à l'agent orange au sud du Vietnam et zones non exposées. Nous avons des statistiques sur le cancer, par exemple, le cancer du poumon, combien dans le nord, combien dans les zones exposées. D'accord. Épandage. Et alors ça, nous avons ici. Et quelle est la différence? Différence statistiquement significante. Et il y a beaucoup plus de cancers dans le sud? Oui, oui. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Dans les zones exposées, il y a environ 60% de cancers en plus et pratiquement 2 fois plus de maladies du système nerveux. Les Américains ils savent, mais ils n'acceptent pas la liaison entre cancer et la dioxine. Je pense. Il y a 15 ans, les États-Unis ont mis comme condition à la levée de l'embargo contre le Vietnam
qu'il ne soit pas question de dommages de guerre. Depuis, la position américaine a évolué, mais les relations diplomatiques entre les deux pays sont encore plombées par cette négation des méfaits de l'agent orange. Le général qui dirige l'association de défense des victimes est particulièrement remonté. Jusqu'à présent, pas un dollar n'a été versé par les Américains pour indemniser les victimes ici au Vietnam. C'est parfaitement injuste, car dans le même temps, les indemnités versées par le gouvernement américain aux vétérans de la guerre du Vietnam victimes de l'agent orange se comptent-elles en milliards de dollars. Au Vietnam, pour la première fois, les Américains ont débloqué de l'argent pour aider les populations handicapées. Une aide humanitaire qui n'est en aucun cas une reconnaissance de leurs responsabilités. Et son montant paraît dérisoire, 9 millions de dollars. En 2001, l'équipe d'envoyés spécial avait rencontré Thien, cette veuve d'un vétéran vietnamien mort d'un cancer lié à l'agent orange. Elle élevait seule ses 5 enfants, tous handicapés, et avait tenu à ce que son fils aîné ait un enfant, malgré sa déficience mentale. J'ai tout de même marié mon fils dans l'espoir qu'il ait un enfant pour s'occuper de mes enfants malades quand je serai morte. Sinon, qui le fera? C'était donc une lourde charge qui attendait le petit Van Soo, 16 mois. Aujourd'hui, le bébé est devenu ce garçon de 12 ans. Il suit une scolarité difficile. Alors, t'as fini ton exercice? Pas encore? Tu viens juste de commencer? En rentrant chez lui, Van Soo sait que ce ne sont pas des révisions qui l'attendent, mais des tâches ménagères. Il met les couverts et aide comme il peut. Grandir dans un tel environnement est un défi pour le premier garçon autonome de la famille. Thien, elle, est à bout de force. Mon petit-fils sait se débrouiller seul, se laver le visage le matin, prendre son petit déjeuner, puis il va à l'école. Moi, je ne peux pas l'aider. C'est sa mère qui s'occupe de la maison. Moi, je ne peux rien faire. Je risque de casser les assiettes. Thien et sa famille vivent avec une allocation versée par l'association vietnamienne d'aide aux victimes. L'équivalent de 24 € par mois pour 8 personnes. Ils n'attendent même plus l'aide américaine. Bonjour Jacques Perrin. Vous êtes acteur et producteur. Tout d'abord, peut-être une réaction à ce reportage sur l'agent orange. La guerre continue? La guerre, effectivement, continue. Les traces, les stigmates, les blessures restent là, elles sont permanentes. Alors on a toujours l'impression que quand la guerre est terminée et que les combats, les fusils se sont tus, bon ça y est, on va fêter la paix. Et non, la paix n'est pas là. Je crois que c'est très très dur à gagner une paix. Et la paix au Vietnam, avec tous les blessés, quand on pense qu'il y a eu, en fonction de cet agent orange, 4 millions à peu près de Vietnamiens qui ont été concernés, dont 500 000 victimes à titre divers, montre que non seulement il y a des victimes directes, mais après il y a eu les descendances. Ce que vous montrez dans ce film, effroyable. Alors les Américains ont commencé cet été une grande campagne de décontamination de certains sites très pollués, notamment la fameuse base de Da Nang. De Da Nang, oui. Voilà. Alors ils ont aussi versé de l'argent pour les victimes de l'agent orange, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. Ils traitent le problème de manière humanitaire. Est-ce que ça vous choque? Oui, c'est choquant, parce que quand on pense qu'il y a eu d'autres victimes, il n'y a pas eu que les Vietnamiens, mais il y a eu aussi les pilotes, ceux qui ont été embarqués à bord des B-52 et qui ont été aussi victimes. Les vétérans américains, eux ils ont été indemnisés. Et ils ont reçu quelques centaines de millions. Alors, vous avez tourné, vous, comme acteur, dans un film qui est resté culte, la 317e section de Pierre Schoendoerfer.
Culte parce que c'est un film de guerre, c'est rare sur ce conflit. Vous l'avez tourné en 1965 au Cambodge. Est-ce que c'est là-bas que vous avez entendu parler pour la première fois de l'agent orange? Oui. Oui. Nous, on tournait sur les 3 frontières, c'est-à-dire Laos, Cambodge et Vietnam. Et de temps en temps, quand on était du côté du Cambodge, il y avait des incursions d'appareils américains. Et on voyait de loin aussi des traces. Alors c'était le napalm, c'était l'agent orange. Et puis, véritablement, le champ, la superficie qui a été brûlée par l'agent orange, on l'a appris véritablement en 70, 71, quand il y a eu une pétition à la Maison-Blanche, l'administration américaine, et que là, devant la manifestation des anciens du Vietnam, des pilotes et autres, qui eux ont manifesté, et là, d'un seul coup, l'opinion internationale s'en est mêlée. Oui. Mais il fallait attendre très longtemps. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du tournage de ce film? Vous avez tourné dans des conditions assez difficiles. Le réalisateur, Pierre Schondorfer, souhaitait que vous viviez dans la jungle pour ressentir vraiment ce que ressentaient les soldats. Oui, moi je crois que c'est une aventure de jeunesse tout à fait extraordinaire. Quand on dit ça a été dur, je veux dire, il n'y a pas plus beau que le voyage autour du monde en bateau, on l'a vu récemment. Et quand on dit au navigateur, vous avez souffert, attendez, j'ai souffert, mais ça a été tellement extraordinaire. Donc de marcher avec son barda, notre propre barda, dans la jungle, pendant les 3 mois du tournage, ça a été exaltant. Donc l'envie était de pouvoir recommencer tout de suite. Donc de temps en temps de plonger, c'est ça, le cinéma permet des voyages non pas simplement de géographique, mais de se replonger dans le contexte, dans le climat d'un récit. Et ça, c'était formidable. Je pense qu'en grande partie des films que j'ai pu faire par la suite, qui portent sur la nature, qui font sur des films sur des animaux, je crois que c'est à l'expérience de la 317e que j'ai envie de retrouver ces singes dans la nuit. J'ai envie d'entendre l'orage dans la jungle. J'ai envie de marcher sur des terrains un peu impénétrables. Vivre une autre vie que celle que l'on trouve difficilement dans une ville ou dans le métro. Alors justement, vous avez dirigé un très beau documentaire sur le Vietnam, de la colonisation française à la chute de Saigon. Ce sont des images d'archives exceptionnelles sur lesquelles vous avez lu des textes, de très beaux textes de poètes et d'écrivains vietnamiens et français. Alors, on va tout de suite voir un extrait de ce documentaire. C'est la bataille de Dien Bien Phu. Regardez. Les Occidentaux ne peuvent comprendre la force que représente la volonté populaire de résister et de continuer à résister. La lutte du peuple dépasse l'imagination. Au cœur des montagnes Thaï, les hommes du général De Castro inscrivent une nouvelle page de gloire de l'armée française. La division Viet Minh 316 marche vers les confins laotiens en direction de la cuvette de Dien Bien Phu, nouveau centre de résistance franco-vietnamien où d'importants renforts sont parachutés. Vert. Le vert de notre peur, le vert de la coqueteraie, le vert de la moustiquaire, des jeunes pousses de bambou, de ma combinaison américaine. Vert. L'Ario vert bouteille sous les ponts, vert. Le teint que prennent des jaunes pour mourir. Ici, le monde a cessé d'exister. Dien Bien Phu est le cœur d'un volcan en éruption pratiquement permanente. Les hommes explosent sous la chaleur des éclairs qui les éventrent. Tout s'écroule dans ce que l'on voulait forteresse d'acier, mais qui n'est que maison de terre. Ces colonnes de prisonniers français de Dien Bien Phu, ce sont des images rares. Nous savons, nous, journalistes, combien il est difficile dans un conflit, on le voit encore au Mali récemment, d'avoir des images des deux côtés. Tout à fait. Des deux belligérants. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir les images des deux côtés, justement?
On a travaillé à peu près pendant une dizaine d'années avec Éric Deroux, qui est un grand historien et qui était l'artisan et le co-metteur en scène de ce film. Et on a fait à peu près toutes les cinémathèques, c'est-à-dire celle de Cuba, celle de l'Allemagne de l'Est à l'époque, celle de Russie. Et finalement, on a trouvé des documents. Et il y en a certains de ces documents que vous voyez là, qu'on a l'impression de voir pour la première fois. En fait, on les a vus quelques fois en noir et blanc. Donc, elles ont été copiées, puis finalement, nous sommes allés à Moscou et on y a été, on a vu la veuve de Carmen. Carmen, c'était un grand documentariste russe, soviétique, et qui travaillait d'une certaine façon. Toutes les images sont prodigieuses, et la colonne de soldats français que l'on voit, faut savoir que c'est peut-être moins terrible quand on dit ça a été reconstitué. C'est-à-dire que les autorités vietnamiennes faisaient redéfiler les prisonniers... Pour les caméras ? Pour les caméras. Et donc il y avait toute une installation... C'était déjà de la propagande. C'était de la propagande. Mais les pauvres soldats, eux, c'était pas de la figuration. Eux, ils marchaient véritablement. Donc même pendant ce périple-là de reconstitution de la bataille de Dien Bien Phu, il y a des soldats qui sont tombés, qui sont morts. Et puis, je crois que ce que l'on a voulu dire dans ce film, c'est pardon, comme toutes les guerres, mais celle-ci, et là, le poème que l'on entend, c'est un poème vietnamien. Il y a des poètes qui sont tout à fait formidables. Ce que l'on trouve remarquable, c'est que les poètes vietnamiens ne chantent pas leur propre guerre, ils chantent la guerre. La guerre, pourquoi la guerre? Pourquoi cet acharnement à vouloir, canarder l'autre? À quel point? Et donc, on ne savait plus à un certain moment, mais quelle est l'origine de ces textes? Est-ce qu'ils sont américains? Est-ce qu'ils sont français? Parce qu'ils disent tous la même chose. Ils ont la même douleur, ils ont la même écriture, la même souffrance. Alors, Jacques Perrin, on vous connaît bien sûr aussi comme producteur, Microcosmos. Le peuple migrateur, c'est vous aussi. Océan, c'est encore vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme nouveau projet maintenant? Poursuivre un film comme Océan et le peuple migrateur, et puis Microcosmos qu'on a fait, on prépare un film qui est la chronique du temps depuis l'origine, depuis la période glaciaire, et donc de voir défiler ces 12 000 années, et jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que finalement, de vivre d'une façon paisible avec les animaux, c'est une belle chose. Parce que si véritablement les animaux disparaissaient, ça pourrait préfigurer notre propre perte. Mais la chose particulière de ce film, c'est que c'est vu au milieu et vu par les animaux. On ne voit pratiquement pas l'homme. Et il y a une autre histoire que l'histoire officielle, humaniste ou humaine. Il y a l'histoire des animaux. Ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on dédaigne, et qui finalement, quand on les regarde bien, pourraient nous apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup Jacques Perrin, merci d'être venu sur notre plateau, merci pour votre témoignage. La semaine prochaine, la suite d'un reportage tourné il y a 2 ans. Nos caméras avaient plongé dans nos poubelles et dans celles des supermarchés. Nous avions essayé de comprendre pourquoi chacun d'entre nous jetait autant de kilos de nourriture. Nous sommes donc retournés à la rencontre de ceux qui se battaient déjà contre ce gaspillage et d'autres pour qui fouiller les poubelles reste une nécessité. Tout de suite, regardez un extrait. En 2011, nous nous étions intéressés à d'autres poubelles, celles des supermarchés. Elle regorge de produits encore consommables. Gwenaëlle avait l'habitude de s'y approvisionner. Il suffit d'enlever les premières feuilles et puis... J'ai chopé un chou. Regarde comme il est beau le chou, il est tout neuf. Ce soir, il a eu de la chance. Il partagera cette nourriture avec 5 autres familles. Depuis notre premier reportage, la situation de ce père de famille breton s'est considérablement dégradée. Il est 6 h du matin. Là, on va au magasin où on récupérait avant. Après la fermeture, on était, disons, tolérés. Ce qui a changé, c'est que les conteneurs, on ne peut plus les récupérer le soir. Ils sont sortis que le matin, à l'arrivée des éboueurs, en fait. Des poubelles, désormais hors d'atteinte. Ah oui, ça me révolte parce que les choses qui sont là, si quelqu'un peut les sauver et les redonner, ça fait toujours plaisir du monde et ça évite que ce soit gâché. Au téléphone, le directeur du magasin avance l'argument sanitaire. Le fait d'avoir quelqu'un qui fait les poubelles chez nous, la chaîne de froid n'est plus respectée, on ne peut pas se permettre. Donc aujourd'hui, ce que fait ce cher monsieur-là, il prend des risques. C'est pas que ça nous dérangeait, mais moi je sais pas, il fait une intoxication alimentaire, derrière on est mal. Aujourd'hui, nombreux sont les supermarchés qui interdisent l'accès à leurs poubelles, où atterrissent chaque jour 1600 tonnes de nourriture encore consommable. C'est la fin de cette émission, merci d'être resté à notre compagnie. N'oubliez pas France2.fr pour plus d'informations et les réseaux sociaux pour vos commentaires et vos suggestions. Très bel après-midi sur France 2, à très vite.
Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur france2.fr.